Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Pour notre point actualité, je vous invite à aller découvrir sur le site de la maison Van Cleef & Arpels l'objet extraordinaire nommé l'automate Féondine qui a été présenté lors du Salon international de la haute horlogerie 2017. Cette pièce est le fruit d'un travail exceptionnel de plusieurs années réunissant de nombreux savoir-faire. La joaillerie et l'horlogerie s'allient parfaitement dans cette œuvre d'art qui prend littéralement vie. Bonjour Claire. Bonjour. Je suis enchantée de vous avoir aujourd'hui. C'est vraiment agréable d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Donc vous êtes spécialiste horlogerie montre de collection dans la maison de vente aux enchères d'Agen. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée dans le monde des ventes aux enchères horlogerie, joaillerie? Tout à fait. Alors en fait, au départ, j'ai fait une école de commerce où je me suis spécialisée un petit peu dans le monde du luxe, mais plutôt tout ce qui était cosmétique. Et en fait, j'ai toujours gardé, depuis que je suis assez jeune, vraiment un attrait très particulier pour les bijoux. Les pierres précieuses. Et donc un jour, j'ai décidé en fait d'arrêter ce que je faisais et de me lancer dans une nouvelle formation pour compléter un peu voilà, mon école de commerce. Donc j'ai fait une école qui s'appelle l'ING, une formation de gémologie, voilà, où on obtient un diplôme de gémologue. On apprend vraiment à reconnaître tous les différents types de pierres, les vrais du faux. Et surtout aussi, on apprend le nombre de pierres qui existent. Parce que c'est vrai que quand on est amateur de pierres, on connaît un certain nombre de pierres, mais en fait qui est très réduit par rapport à la réalité. Donc ça permet vraiment de connaître un petit peu mieux. Donc c'est une très bonne base. Et après, j'ai toujours eu envie de travailler plutôt dans les ventes aux enchères. Je pense parce que j'ai été habituée quand j'étais jeune à y aller avec mes parents et j'ai toujours aimé cette ambiance des ventes aux enchères. Et voilà, et donc je suis arrivée après ma formation de gémologie chez Tagen pour renforcer le département de cette maison de vente. Et de fil en aiguille, c'est vrai que je me suis un petit peu plus spécialisée dans le domaine de l'horlogerie, que j'ai plutôt découvert ici en fait. Voilà, et c'est assez lié en fait avec les bijoux. Très souvent, quand des gens ont des bijoux, ils ont aussi des montres. Il peut y avoir les montres joaillerie. Les montres en soi, c'est un bijou. Donc, Exactement. Alors, vous avez beaucoup de montres joaillerie qui sont vraiment aussi importantes pour les pierres. Mais les deux sont assez liés. Donc, c'est aussi pour ça que, quelle que soit d'ailleurs la maison de vente aux enchères, très souvent, les deux départements ne font qu'un. Oui, on dit horlogerie, joaillerie. Exactement, voilà. Donc ça se rejoint aussi pour les datations des objets. Ça, voilà, chacun a des codes qui se répondent assez bien. Voilà, et donc je suis arrivée dans cette maison de vente, ça va faire maintenant 7 ans. Donc aujourd'hui, je suis vraiment responsable du département horlogerie. Et en parallèle, je travaille aussi pour la joaillerie. D'accord. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir fait une école de commerce, ça vous a aidé ou c'est plutôt un profil atypique ou c'est Alors, vraiment la formation de gémologie effectivement, ça peut qui être est vu un peu importante? comme atypique parce que tout le monde n'a pas forcément fait d'école de commerce avant, pour ceux qui travaillent en maison de vente. Après, c'est vrai que, en tout cas, moi, j'estime que ça m'aide beaucoup au quotidien. Parce qu'en maison de vente aux enchères, vous travaillez sur l'objet en lui-même, ce qui est voilà, c'est le plus intéressant. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres choses à gérer. Une vente aux enchères, on va dire 4 mois pour la préparer. Mais il y a beaucoup aussi d'administratif, il y a beaucoup de gestion. Il faut gérer les objets, il faut gérer les bijoux, il faut voilà, les contrats de vente, faire que tout se passe bien, organiser les expositions, faire les catalogues. C'est un vrai métier Exactement. pluridimensionnel. Exactement. Et en fait, chez Tagen, on fait vraiment tout de A jusqu'à Z. Et ça demande beaucoup d'organisation. Et ça, je pense que c'est quelque chose, quand on a fait du marketing comme j'ai fait avant, une école de commerce aussi, voilà, ça nous donne un cadre. Oui, car c'est quand même de la vente. Exactement. Faut pas oublier.
Et donc, pour le travail du quotidien, je pense que c'est très important. Et après, il y a aussi au niveau vraiment commercial, parce qu'on a un vrai rôle commercial. Et donc, tout ça, je pense que voilà, ma formation en marketing Donc, ta m'a vraiment aidée. formation marketing était vraiment très utile parce que l'ING, c'était technique et pas du tout côté Exactement, commercial. exactement. On est vraiment... Et vous êtes satisfaite de tout ce que vous avez appris à l'ING? Tout à fait. L'ING, c'est une très bonne base. Ça permet vraiment, ce que je disais, de connaître vraiment toutes les pierres, voilà, de se faire vraiment un œil. Après, c'est des formations qui sont assez rapides. Donc, c'est vrai que l'œil se fait aussi avec l'expérience. Exactement. C'est vraiment des métiers d'expérience. Plus on voit des objets, plus on voit des pierres, des bagues, des bracelets, des styles, c'est là où vraiment notre œil se fait. Pour dater. Exactement, pour dater, pour apprécier la qualité du travail, pour essayer de se dire, tiens, mais ce bracelet, peut-être qu'en fait, il peut y avoir une signature, voilà, essayer. On fait aussi un métier d'enquête. Exactement. Voilà, quand on a un objet qui arrive et qu'on n'a aucune information sur l'objet, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va faire une enquête pour pouvoir vraiment essayer de trouver un bon prix et de pouvoir faire un descriptif qui soit vraiment juste. Et donc ça, c'est assez intéressant. Du coup, qu'est-ce qui a guidé votre choix d'étudier la gémologie? Vous disiez que vous aimiez les bijoux depuis toute petite, mais est-ce que vous avez eu une rencontre particulière ou quelqu'un de votre entourage que vous connaissiez Alors, je dirais que ma rencontre particulière, elle s'est plutôt faite en fait via Tajan. Moi, c'était vraiment quelque chose de très personnel. Voilà, j'ai toujours aimé les bijoux, les pierres, et j'avais envie d'en savoir plus. Et j'avais envie surtout d'avoir une compétence vraiment technique. Je trouve que c'est vrai que c'est assez intéressant voilà, d'avoir vraiment une compétence que aussi tout le monde n'a pas, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique. Et après, quand je suis arrivée chez Tajan, c'est vrai que j'ai fait la connaissance de notre expert en joaillerie, qui s'appelle Monsieur Jean-Norbert Salit, et qui est un professeur extraordinaire qui nous transmet son savoir vraiment quotidiennement, avec vraiment une extrême générosité. Et du coup, c'est vrai que tous les jours, on apprend des choses, tous les jours, on s'enrichit. Et vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui fait que ce métier, j'ai vraiment envie de le continuer et de continuer à apprendre. On ne sait jamais ce qui va arriver sur notre bureau, et c'est toujours nouveau. D'un autre endroit, de nouvelle époque. Exactement. Et donc, il faut, voilà, chaque objet a son histoire, chaque objet raconte des nouvelles choses, et ils peuvent avoir voilà, des influences art déco, plutôt années 40, et on ressent dans chaque bijou voilà, justement cette histoire, et c'est ça qui est assez passionnant. C'est un petit peu comme une œuvre d'art, hein. C'est pour ça que ça fait partie d'une maison de vente aussi, une vente aux enchères, comme le reste des départements un peu plus artistiques. Mais en fait, c'est lié, les courants, même les courants artistiques, les courants littéraires, tout ça, en fait, ça se lie et ça raconte des histoires. Et vous, pour le coup, il y a une période que vous appréciez plus particulièrement Alors oui, en tout cas en bijoux, c'est vraiment effectivement la période. Il y a deux périodes qui sont assez marquantes. Il y a la période Art Nouveau, qui est vraiment extraordinaire, un travail absolument fascinant. C'est plus rare d'en voir. Et après, vous avez la période Art déco, qui est vraiment la période emblématique. Et en horlogerie, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout en tant que particulière, c'est l'univers des montres de poche. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément très bien. Ah oui, effectivement, c'est inconnu du grand public. Inconnu du grand public. Les gens ne savent pas. Quand ils en ont, ils ne savent pas. Est-ce que ça vaut beaucoup d'argent? Est-ce que ça ne vaut pas beaucoup d'argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, quel est le profil des acheteurs de montres de poche? Alors, qui est intéressé? Profil des acheteurs, c'est des collectionneurs qui sont vraiment très avertis sur la montre de poche, qui sont vraiment des grands amateurs de ce type de pièces, et qui aiment en prendre soin, qui aiment les remettre en état. Et les montres de poche, il va y avoir toujours une histoire. Non, généralement,
Après, il y en a qui portent, mais généralement, c'est plutôt des objets de collection. Donc voilà, ils les gardent un peu dans les collections. Et là, c'est intéressant vraiment au niveau historique, parce que là, on peut avoir vraiment des très jolies découvertes. Et c'est surtout que c'est des objets qui datent entre voilà, une centaine d'années, même beaucoup plus, puisqu'on commence 17e, 18e siècle. Et au niveau technique, c'est assez incroyable de voir ce qui déjà, à l'époque, ce qu'ils D'accord, il n'y a pas eu réussissaient à faire, en fait. énormément de progrès techniques, ou quand même, si Déjà, à l'époque, en fait, ils faisaient des montres avec des complications. Vous pouviez avoir des sonneries. Donc, les montres indiquaient quelle heure il était, le quart d'heure jusqu'à la minute près. Il y avait déjà les rappels, en fait. Exactement, ce qui était assez fou à l'époque. Voilà, après, vous avez des décors émaillés, donc c'est des mini-tableaux. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment découvert. Et ça, c'est passionnant. Et du coup, pour les gens qui s'intéressent à ce type de montre, pour en voir, il faut bien évidemment venir au viewing avant les ventes, mais est-ce qu'il y aurait des musées avec des collections permanentes? Alors, tout à fait, il y a des marques, des manufactures qui ont leur propre musée. Vous avez le musée Patek Philippe. Voilà, il y a pas mal de musées qui présentent des pièces assez extraordinaires. Vous avez Breguet aussi, voilà, entre Patek Philippe et Breguet, c'est vrai que c'est deux noms pour les montres de poche où c'était vraiment des choses très intéressantes. Et là, voilà, vous pouvez voir des pièces. Après, c'est intéressant d'aller voir justement les expositions des ventes aux enchères, parce qu'on peut en plus les manipuler, on peut toujours avec précaution, mais voilà, on peut en tout cas les avoir en main. Oui, c'est très différent effectivement que simplement la vue de l'objet. Exactement, c'est bien d'apprécier, d'avoir les choses en main. C'est toujours une sensation qui est différente. Pareil pour les bijoux. Quand on voit un bijou dans une vitrine, c'est pas pareil que quand on l'essaye ou quand on l'a dans la main. Pour moi, un bijou, il faut l'essayer avant de l'acheter. Bien sûr, ça on essaye toujours de conseiller parce que vous avez tout à fait raison, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste concrètement votre travail au quotidien? Alors au quotidien, en fait, on a plusieurs tâches. Donc en fait, il faut déjà trouver les objets. Donc voilà, donc on fait pas mal de communication pour pouvoir justement, on fait des publicités d'appel pour expliquer, voilà, pour que les gens sachent qu'on est en train d'organiser des ventes et que les gens nous confient des objets. Au quotidien, on va avoir tous les rendez-vous avec les clients pour faire les expertises. Donc quand on a un client qui arrive au bureau, être capable de lui donner un prix, donc une estimation en vue de vente. Ce sera le prix que vous allez mettre sur le catalogue. Exactement. Après, bien évidemment, on ne sait pas. Exactement. Nous, ce qui est important, c'est de convenir avec le client d'un prix de réserve. C'est-à-dire que c'est le prix en dessous duquel on ne vend pas. C'est un peu la sécurité pour le client, pour pas que voilà, ce soit vendu un prix qui ne correspondrait pas à l'objet, mais ce qui de toute façon a peu de chances d'arriver, puisque c'est vraiment, en vente aux enchères, ça fait généralement le prix du marché. Il y a tellement de visibilité aujourd'hui avec Internet, voilà. Donc, en tout cas, on donne les estimations, des informations complémentaires sur les objets quand on arrive tout de suite à pouvoir lui donner. C'est toujours assez intéressant aussi. Et après, il y a tout le côté organisation de la vente. Donc, par exemple, les bijoux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé de présenter des bijoux qui sont tous poinçonnés, ce qu'on appelle en règle. Ça, c'est obligatoire, donc on doit les faire contrôler. Donc ça, bon poinçon de garantie. Exactement. Pour que l'acheteur ait le certificat. Exactement. Après, il peut y avoir les ateliers quand on fait dessertir des pierres pour avoir des certificats. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est le cataloguing. Donc là, chaque objet passe entre les mains de l'expert pour les montres et les bijoux, ou des responsables du département pour faire les descriptifs. Et ensuite, il y a toute la partie photo. Donc là, on doit faire toutes les photos du catalogue. Et après, la réalisation de la maquette du catalogue. Et ça, les photos, c'est en interne que c'est fait? Non, ça, c'est un photographe qui est spécialisé. En fait, c'est assez difficile de prendre des bijoux et des montres en photo. Donc, on a vraiment un photographe qui est spécialisé dans ce domaine-là et qui s'occupe de faire toutes les photos de nos catalogues. Et ensuite, une fois que notre catalogue est sorti et que notre catalogue est mis en ligne sur Internet,
Là commencent les demandes de rapport de conditions sur chaque lot. Donc, le client, quand il voit un objet et que, par exemple, il ne peut pas venir à l'exposition parce qu'il est à l'étranger, parce qu'il ne peut pas se déplacer, nous demande des constats d'état, des rapports de conditions. Donc là, on doit dire la montre a besoin d'une révision, le bracelet doit être changé, le cadran est un petit peu abîmé ou elle est en parfait état. Avant la vente pour Exactement. être sûr d'avoir Ça, c'est une grosse partie du travail, parce que c'est vrai que bon, il faut qu'on donne des informations qui soient le plus précis possible. Mais pourtant, parfois, ça m'est déjà arrivé de revoir des bijoux, par exemple, où il manque certaines pierres. Alors oui, mais dans ces cas-là, on le dit. Simplement, il faut le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vente aux enchères, nous, on conseille toujours de demander des constats d'état, des rapports de conditions. Ça permet qu'on vous donne des informations complémentaires. Quand il manque vraiment quelque chose, quand il manque une pierre, quand une montre ne marche pas, c'est des choses qui sont indiquées dans le catalogue. Après, il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément dites, mais parce que ça va être un bracelet abîmé pour une montre ou quelques petites rayures. Ça, c'est à l'acheteur de se renseigner et de regarder. Voilà, il faut surtout, on conseille, nous, renseignez-vous, et nous, on vous donne toutes les informations pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Ça peut être beaucoup de photos. On peut envoyer des photos d'une bague, par exemple, sous toutes les coutures. Comme ça, la personne sait exactement à quoi s'attendre. Voilà. Très bien. Mais le meilleur moyen est quand même de venir aux expositions. Oui, bien sûr. Et du coup, ça vous demande quand même une grande intensité de travail. Est-ce que vous êtes obligé de venir travailler le week-end? Parce que j'imagine qu'il y a des ventes le week-end. Alors oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours en tout cas des expositions qui ont lieu le week-end. Après, chacun, si vous voulez, avec une bonne organisation, normalement, voilà, le week-end, on est libre. Mais il y a vraiment des moments, en fait, en vente aux enchères, c'est vraiment par phase. Donc, il va y avoir des phases où on va être vraiment en amont du catalogue. Et après, dès que le catalogue est sorti, c'est vrai que là, on va être vraiment, ça va être un petit peu plus intense, je dirais, juste en vue de la vente. Et puis après, il y a tout l'après-vente, où là, on a toute une partie aussi shipping. Il faut envoyer tous les objets, il faut vérifier que les objets étaient donc bien réglés, il faut vérifier qu'on a bien rendu les certificats qui vont avec les objets. Voilà, après, il y a encore d'autres choses à gérer, mais instantanément, on embraye sur une nouvelle vente. Donc en fait, ça se réenchaîne vraiment instantanément, en fait. Voilà. Mais on s'en sort très bien et avec une bonne organisation et une équipe soudée, ça se passe très bien. Du coup, en fait, le fonctionnement d'une vente, si je résume, donc c'est toute la partie que vous expliquiez en amont. Pendant la vente, comment ça se passe? Que ça, vous ne nous avez pas... Alors, pendant la vente, en fait, nous, on a classé donc tout ce qui est... le client a plusieurs possibilités pour enchérir pendant la vente. Il peut nous envoyer des ordres d'achat, donc le montant maximal auquel on doit enchérir pour lui. Des ordres téléphoniques. Donc ça, c'est les gens on les appelle pendant la vente quand le lot passe. Après, il y a les acheteurs en salle. Et après, il y a maintenant, depuis quelques années, des enchères sur Internet. Voilà. Nous, les gens suivent en fait la vente sur Internet. Et ils peuvent enchérir. Il faut s'enregistrer en amont. Et ensuite, ils peuvent enchérir pendant la vente. Donc, nous, notre rôle, c'est de bien préparer en fait tous ces ordres d'achat, ces ordres téléphoniques. Donc, il y a vraiment toute cette préparation pour qu'au moment de la vente, tout se passe bien et que tout soit fluide pour le commissaire-priseur qui, lui, tapera la vente. Et nous, on est au téléphone. Donc, nous, on appelle les clients et on enchérit pour eux, avec eux au téléphone. Et ça, c'est une partie qui est très sympathique. Voilà, c'est assez... c'est très grisant. C'est vraiment... C'est là où on ressent vraiment cette euphorie qu'il peut y avoir en vente aux enchères. Et ça, c'est assez sympa. Ouais. Oui, et du coup, effectivement, il y a une atmosphère particulière qu'on ne retrouve pas dans une boutique normale. Ah non, parce que là, vous avez vraiment des gens qui se positionnent sur des objets. Et voilà, il y a ce côté surprise, il y a... on enchérit pour eux et on ne sait jamais comment ça va se terminer. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment une partie, je pense que tous les gens qui travaillent en vente aux enchères, c'est un peu la partie tant attendue, parce que c'est aussi plusieurs mois de travail qui après se résume aussi en quelques heures de vente. Donc c'est vraiment une partie
un petit peu mêlé de ce qui est normal, un petit peu de stress et en même temps beaucoup d'excitation. Et en plus, le travail n'est pas fini parce qu'après, comme vous le disiez, Voilà, et il après on faut continue, après la vente. vérifier que les gens payent. Exactement. Et après, toute la partie un peu plus administrative qu'on gère aussi, parce que c'est bien aussi quand on est responsable voilà, des ventes, il faut vraiment être capable, quand on nous parle De d'un A à objet, Z, de de savoir tout. qui est le vendeur, quelle est l'estimation, à combien il a été vendu, qui a été l'acheteur. Voilà, il faut être capable de tout connaître. Retracer toute sa vie dans la Exactement. maison. Ça, c'est important. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les tendances, quelles sont ce que les gens recherchent en termes de montres? Alors, pour les montres, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, il y a plusieurs manufactures qui sont toujours, je dirais, les plus recherchées. Sans surprise, ça va être Rolex, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre. Et ça, vous l'expliquez parce que les Par une prix qualité. en boutique sont extrêmement élevés, du coup, peut-être que ça Alors, va. il peut y avoir de ça. Après, c'est vraiment, c'est surtout parce que c'est vraiment des montres qui sont quand même d'une grande qualité, qui sont vraiment aujourd'hui les montres des collectionneurs. C'est vraiment, je dirais, celle-ci. Ils recherchent vraiment des montres où il y a vraiment une sécurité aussi. Parfois, c'est un investissement. Exactement. Ils savent Et donc que là, on derrière, est ils vraiment sur les perdront pas. manufactures les plus intéressantes. Après, il y a énormément d'autres manufactures qui sont de très grande qualité, qui marchent très bien, qui sont peut-être même un peu plus modernes. Mais ça va vraiment dépendre de la personne. C'est-à-dire qu'on va avoir des profils d'acheteurs qui vont, par exemple, cibler les montres des années 60, les chronos des années 40. En fait, un collectionneur, assez souvent, il se concentre sur un profil de montre. Voilà. Donc, il va vouloir, je vous dis, voilà, des chronos de certaines années, ou plutôt des montres, par exemple, voilà, tout ce qui est Rolex, vintage, ça va être des complications Patek Philippe, ça va être des montres de poche, justement, plutôt du 18e. Voilà. Ça va être assez. Donc, ça va vraiment dépendre du profil de l'acheteur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu une vraie évolution. Déjà au niveau de la montre de dame, la montre joaillerie, qui est de plus en plus sollicitée. Tout D'accord. ce qui Vous est... savez une explication de ça? Avant, il y avait peut-être une peur d'avoir. Alors aujourd'hui, je dirais que peut-être que les manufactures, par exemple de la place Vendôme, remettent un peu au goût du jour les montres anciennes de femmes, par exemple les montres des années 60, donc ce qui peut-être les valorise aussi. Après, il y a un effet de mode. Les femmes ont envie de revenir peut-être aussi à la montre bijou, même si à un moment donné, et même encore aujourd'hui, les femmes ont plutôt tendance à avoir envie des montres d'hommes, mais en même temps, elles gardent cette envie d'avoir une montre bijou et une montre féminine. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas mal de demandes pour des montres, par exemple Piaget, je sais qu'il remet, voilà, qu'il y a beaucoup de succès en ce moment. Voilà, et après en joaillerie, vous avez plusieurs choses qui sont au goût du jour. Vous avez des périodes, comme je vous disais, la période art déco, voilà, qui est vraiment au goût du Voilà, jour. donc il y a certaines périodes qui sont indémodables et de temps en temps, Exactement. Et des puis après, fluctuations. vous avez, par exemple, vous avez des, des bijoux, par exemple, de René Boivin, qui sont beaucoup plus confidentiels. Suzanne Belperron, voilà, qui sont des créateurs qui sont plus confidentiels, qui sont anciens et qui, voilà, voilà, connus plutôt des collectionneurs et qui prennent un peu d'ampleur, mais qui restent quand même encore un petit peu confidentiels. Donc il y a une vraie évolution du marché, mais je dirais que pour l'instant, en tout cas moi, depuis que je suis chez Tajan, la mode a plutôt tendance à être assez stable, je dirais. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les qualités nécessaires pour exercer votre métier? Alors, je dirais qu'il faut être passionné. Il faut vraiment que ce métier, en tout cas, voilà, l'amour des bijoux soit vraiment omniprésent. Il faut réussir à avoir la sensibilité, voilà, de l'objet et essayer de le comprendre et voilà, être très curieux. Ce que je vous disais au début, c'est que chaque objet qu'on a entre les mains est différent et a son histoire et on fait vraiment des enquêtes.
Mais donc, il faut chercher, il faut... Être très consciencieux aussi, Exactement. Très consciencieux, mais il faut vraiment avoir cette curiosité qui va vous pousser à en savoir un petit peu plus sur l'objet pour avoir une véritable connaissance de ce que vous avez entre les mains et ce que vous allez vendre. Il faut être très organisé. Ça, on a besoin de beaucoup d'organisation. On travaille avec des choses d'une certaine valeur aussi. Donc, il faut, voilà, c'est là où il faut être surtout très consciencieux et organisé. Et voilà, il faut aimer un peu cette euphorie des ventes aux enchères et cette façon de vendre qui est assez originale, exactement. Et qui aujourd'hui mériterait d'être encore plus connue des jeunes, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un levier de vente auquel on pense quand on veut acheter une bague de fiançailles, quand on veut acheter la première montre pour son mari. Mais en fait, c'est vrai que c'est une manière d'acheter qui est, au contraire, qui est oui, et puis extraordinaire. on a accès surtout à un catalogue qu'on n'a pas dans les boutiques. Exactement, vous pouvez trouver des choses que les autres n'auront pas, à des prix qui sont aussi quand même globalement assez bien positionnés sur le marché. Donc voilà, ça c'est... En tout cas, c'est un métier qui est vraiment passionnant et... Ça, j'en doute pas. Voilà. Et du coup, quel conseil vous donneriez à ces jeunes justement qui auraient envie de faire la même chose que vous? Alors déjà, je leur conseillerais d'aller voir les ventes, de pousser les portes des maisons de vente aux enchères et puis d'aller aux expositions, de consulter les catalogues, de lire les descriptifs, parce qu'on apprend beaucoup de choses dans un catalogue de vente aux enchères. Chaque bijou est daté, chaque bijou est raconté, et donc on apprend beaucoup de choses. Et ensuite, voilà, je leur conseillerais surtout de tout faire pour essayer d'avoir une connaissance un petit peu plus importante de la pierre et vraiment déjà dans un premier temps en gémologie. Je pense que ça, c'est de toute façon indispensable. C'est primordial. Et après, toute la partie vraiment bijoux en tant que telle, vraiment de s'en imprégner, je vous dis, par des expositions, par des ventes aux enchères, même en allant voir les nouvelles collections des joailliers Place Vendôme, vraiment de s'en imprégner et d'arriver à se faire un œil et de ne pas hésiter à contacter aussi des gens de ce milieu-là qui sont toujours très heureux de partager aussi un savoir qu'ils ont et qui sont ravis de transmettre. À voyager aussi, j'imagine. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous. Je suis ravie de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Rubis sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Rubis sur Canapé.